Démocrates du monde entier, bonjour. Nous voudrions ici vous présenter la situation politique des Caraïbes et d'Afrique. Mais nous allons commencer par la Jamaïque. Euh, nous savons qu'aujourd'hui en Jamaïque, il y a eu un grand changement politique, notamment la dame au nom de Portia Simpson a perdu les élections en Jamaïque. Et cette dame a été première ministre de la Jamaïque deux fois, notamment de 2006 à 2007 et aussi de 2012 jusqu'à nos jours. Mais elle a perdu les élections. Celle qui était la leadership, celle qui assurait le leadership de la Jamaïque a perdu des élections. Elle a reconnu qu'elle a perdu en face d'une opposition très forte dirigée par M. Andrew Holness, et c'est lui qui a été le leader de l'opposition, donc qui venait donc de prendre les commandes de la Jamaïque. Il faut signifier ici à tous les démocrates du monde entier que les élections se sont passées dans la paix, que l'opposition a démontré aux Jamaïcains en promettant, hein, ça c'est sur la base à laquelle l'opposition s'est fait élire en Jamaïque, c'est que le leader de l'opposition a démontré pour un petit pays de 2 700 000 habitants, a démontré qu'il va produire 250 000 emplois aux Jamaïcains. 250 000 emplois. Vous comprenez ça? Le peuple congolais, le leader de la Jamaïque, qui est devenu le nouveau premier ministre de la Jamaïque, a promis de créer 250 000 emplois pour les Jamaïcains. Et c'est sur cette base, le peuple jamaïcain a pensé qu'il était l'homme de changement et il a été élu comme le premier ministre de la Jamaïque. Encore un fait qu'il faut signaler que ceux qui étaient au pouvoir, notamment Madame Portia Simpson, a reconnu qu'elle a perdu. Et c'est ça, ça s'est passé dans la paix. Dans la paix. L'opposition a gagné. Ceux qui étaient au pouvoir ont reconnu qu'ils ont perdu. Voilà encore un exemple d'un pays qui est composé, on peut dire, à 99% des Noirs, mais la mentalité démocratique est ancrée dans leur mémoire. Passons à l'Haïti. Le président Michel Martelly, qui a été élu en 2011, venait de démissionner en février 2016. Il a donc fait 5 ans. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus tenir les affaires du pays. Il avait décidé de ne plus encore chercher à solliciter un autre mandat de la part des Haïtiens. Donc, il a démissionné. Mais il fallait voir quand il démissionnait le peuple congolais. C'est ce qu'on a dit. Mais ici, il faut démontrer aux Congolais il faut expliquer aux Congolais que ceux qui ne connaissent pas Michel Martelly, hein, c'est un musicien qui fait de la politique, qui a séduit les Haïtiens et les Haïtiens l'ont apporté au pouvoir par un suffrage universel. Donc il a été élu par les Haïtiens. Hein. Après 5 ans, il a décidé qu'il ne peut plus continuer à faire ce travail. Certainement, il a vu qu'il y avait trop de challenges. Il a décidé de ne plus aller en élection. Voilà. Mais ce qui compte, c'est la manière à laquelle il est sorti de ce poste de président de la République d'Haïti. Il est sorti la tête haute en homme, en un vrai homme d'État. Il fallait voir à la présidence. Tout le monde pleurait le jour qu'il était en train de plier ses bagages. Les gardes, ceux qui travaillent pour la présidence, et aussi dans tout le pays. Hein, les gens ont reconnu à ce monsieur la qualité d'un homme d'État qui reconnaît qu'il ne peut plus diriger le pays, il doit donc laisser la place aux autres. C'est ça que nous voulons démontrer ici aux Africains, de suivre l'exemple du président haïtien Michel Martelly. Voilà. Et aussi, nous savons qu'aujourd'hui, l'Haïti est géré par un président par intérim qui va donc organiser le deuxième tour de l'élection présidentielle qui va se faire donc au mois d'avril. Voilà. Donc, on vient de le finir avec l'Haïti, avec les Caraïbes, quelques deux pays de Caraïbes. Là, nous allons passer en Afrique. Commençons par le Niger. Nous savons qu'il y a eu le premier tour au Niger et le président Issoufou a eu plus de 48% au premier tour et notamment son opposant, qui d'ailleurs fut un de ses amis, puisqu'ils ont combattu ensemble, ils étaient vraiment des acolytes pour pouvoir ramener le président Issoufou au pouvoir en 2011. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis. Et ce qui est quand même curieux, c'est que l'opposant se trouve en prison. Hein, l'opposant se trouve en prison.
Donc c'est monsieur Ama Amadou. Il est emprisonné, mais il a quand même reçu, d'après ce qu'on rapporte, près de 17% de voix. Mais nous savons pourquoi Mamadou a enfermé l'autre. Hein? Parce qu'on reconnaît la potentialité. Toujours cette technique de la France-Afrique qui consiste à vouloir nuire aux autres pour pouvoir se maintenir au pouvoir par des méthodes archaïques. C'est ça que nous voulons expliquer aux frères africains ici. Hein? Nous savons que le président Issoufou est un bon élève de la France-Afrique, avec notamment l'uranium du Niger, qu'il est en train de brader par Areva, notamment des compagnies françaises. Et donc, du coup, la France ne pouvait que garantir son élection. Et nous savons qu'il y a plein de grognes pour cette élection. Cette élection s'est passée dans des conditions que nous savons, la fraude, la tricherie, il n'y a pas la transparence. Donc, il est au premier tour. Nous savons qu'il va gagner l'élection parce que c'est déjà un système qui est ancré, qui est expliqué. Voilà. Donc, les amis du Niger, réveillez-vous. Hein, réveillez-vous. Ne laissez pas ces dictateurs continuer à rouler. Ne laissez pas ces dictateurs détruire votre démocratie, aussi détruire votre pays. Réveillez-vous, nos frères du Niger. Bon, voilà. Nous allons passer au Tchad. Nous savons tous que le président Idriss Déby est candidat à l'élection présidentielle prochaine. Mais quelle inquiétude pour les Tchadiens. On ne peut pas comprendre ça. C'est vraiment regrettable. Là encore, nous avions un Déby, un enfant de la France-Afrique, un élève de la France-Afrique, qui veut encore se maintenir au pouvoir par tous les moyens, quel que soit le prix. Et il faut signaler que Déby est au pouvoir au Tchad depuis décembre 1990. Donc, nous avions quasiment 26 ans de pouvoir. Mais c'est des gens, nous savons tous que le Tchad a eu, avec beaucoup de guerres, beaucoup de divisions, mais c'est des gens qui veulent se maintenir. Pourquoi Déby veut se maintenir au pouvoir? Parce que le Tchad a maintenant une potentialité sur le pétrole. Et ça, il faut le dire, il faut expliquer aux Tchadiens que les guerres que vous êtes en train de connaître, ce n'est pas parce que vous avez des gens qui veulent prendre le pouvoir, mais c'est parce que seulement les mêmes gens qui veulent maintenir Déby au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'agitation à gauche, pendant que vous vous concentrez sur de l'agitation à gauche, et ils négocient avec Déby pour dire à Déby, écoute, tu veux encore rester au pouvoir? Ben voilà, mais tu dois nous donner la gestion du pétrole. Et si tu veux continuer à être président, on peut te garantir la présidence jusqu'à vie. Voilà, Déby a cette assurance. Voilà, Déby est encore candidat. Regrettable pour le Tchad et pour l'Afrique d'une manière générale. En Ouganda, Yoweri Museveni vient d'être élu dès le premier tour. Mais nous savons tout ce qui s'est passé en Ouganda. Le leader de l'opposition, maté, emprisonné même le jour de l'élection avant que les résultats ne soient connus. Mais c'est quoi ça, cette Afrique-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette Afrique? Mais nos frères d'Afrique, réveillez, nos frères de l'Ouganda. Ne laissez pas ce pourriture de Yoweri Museveni continuer à vous mater jusqu'à ce point. Réveillez-vous, les Ougandais. On ne peut pas continuer à laisser ce gros homme d'État, qui est le leader de l'opposition qui venait de se faire emprisonner. Il a été maté par plusieurs fois. On a vu tous dans les médias sociaux comment cet homme a été ridiculisé. Mais non, quand même, Yoweri Museveni, mais comprends que c'est aussi ton frère, celui que tu es en train de manipuler. Parce que ceux qui te soutiennent, quand ils vont te lâcher, qu'est-ce qui va arriver? C'est la catastrophe. Encore, c'est un exemple de l'Afrique qui est en train d'incliner, de l'Afrique qui est en train de s'autodétruire à cause de ces hommes qui pensent que le pouvoir, c'est un bien personnel et que l'État doit appartenir seulement à leur famille, à leur clan. Dommage pour les Ougandais, mais nous vous demandons de vous réveiller, de continuer à se battre. Le Gabon, tous nous avions appris, voilà, beaucoup de choses qui sortent sur l'étoile. Ali Bongo n'est pas gabonais, Ali Bongo n'a pas été élu lors de l'élection présidentielle passée. Mais quel chantage que vous êtes en train de faire sur le président Ali Bongo. Mais quand il y a eu cette élection, vous avez su qu'il n'avait pas été élu. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé à cette époque? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Aujourd'hui, c'est vous qui partez quand le père de Ali Bongo était au pouvoir. Vous partiez au Gabon. Vous demandez à Ali Bongo de plaider votre cause auprès de son père qui est Omar Bongo. Ali Bongo, à cette époque, était un bonhomme. N'est-ce pas? Il était gabonais, n'est-ce pas? Il était le fils d'Omar Bongo. Aujourd'hui, vous dites
il n'est plus le fils de Ali Bongo parce que vous voulez qu'il vous donne beaucoup. Nous savons tous que le Gabon a énormément, jusqu'à aujourd'hui, continue à contribuer pour le journal Jeune Afrique. Et même le Congo-Brazzaville, hein, tous ces dictateurs africains contribuent pour le journal Jeune Afrique, que nous savons tous que c'est un journal qui travaille pour la France-Afrique. Donc, Ali Bongo, qu'on vous dise la vérité, hein, vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, on va vous dire la vérité. Ali Bongo a coupé toutes les subventions et les financements que le journal Jeune Afrique bénéficiait de la part du Gabon. Donc ça faisait des milliards et des milliards de francs CFA. C'est là l'enjeu. Mais non, nous savons tous, ces vautours qui sont tout autour de Jeune Afrique, ils sont derrière Ali Bongo. Ils font maintenant le chantage à Ali Bongo. Qui ils sont en train d'utiliser au Gabon? Mais Jumping, c'est Jumping qu'on a commencé à utiliser. Mais vous vous souvenez, Jumping était qui? Jumping a travaillé avec le père Omar Bongo. Jumping était l'attaché, était l'élément principal d'Omar Bongo. Nous savons tous ce que Jumping a fait. Jumping a été à l'Union africaine. Pourquoi aujourd'hui Jumping se retrouve du côté de l'opposition? Parce que seulement le président Ali Bongo a refusé de soutenir sa candidature parce qu'il a reconnu sur le gars, il était dans la fausseté. Ça, il faut reconnaître, peuple africain. Je ne suis pas en train de jouer à l'avocat du diable pour le président Ali Bongo, mais je suis seulement en train de présenter un fait. Peuple du Gabonais, réveillez-vous. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mette pas dans une situation de guerre, comme ils ont brisé le Congo-Brazzaville, comme ils ont brisé la République démocratique du Congo, comme ils ont brisé le Rwanda. Soyez éveillés. Évitez que cette guerre vous arrive. Parce que si on vous donne ces informations, on veut vous pousser à réfléchir avant de réagir. On veut vous pousser à comprendre que non, c'est d'abord votre pays. Mais Ali Bongo a compris, hein. Il a d'abord dit le Gabon d'abord. Le Gabon d'abord. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est vrai. Hein. On ne va pas voir plusieurs étudiants gabonais qui finissent des études travailler à l'extérieur. Ou travailler comme nous qui sommes en train de... nous qui sommes en asile parce qu'on ne peut pas rentrer dans nos pays. Beaucoup de Gabonais rentrent chez eux, ils travaillent. Quand vous arrivez à l'aéroport de Libreville, on écrit Gabonais d'abord. Vous comprenez? C'est ce que Ali Bongo veut vouloir faire. C'est un jeune président, il a compris le jeu. Il a compris qu'il faut donner à la jeunesse ce que cette jeunesse est en train de chercher. Je ne fais pas l'avocat du diable pour Ali Bongo, mais je vous présente aux Gabonais un fait. Peuple gabonais, ne brisez pas votre pays, construisez votre pays dans la paix. La Côte d'Ivoire, nous savons tous, le président Gbagbo est la Cour pénale internationale de justice, Blé Goudé est la Cour pénale internationale de justice. Mais les grands maîtres de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara et Guillaume Soro. Mais souvenez-vous, le président Ouattara avait déjà promis aux Ivoiriens qu'il va changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Il vous avait déjà il vous avait déjà averti. Il va changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne le fait pas maintenant? Pourquoi il ne vous a pas précisé exactement ce qu'il devait changer dans cette constitution? Mais il est malin, ce vieux-là. Il est malin, ce vieux-là. Réveillez-vous, les jeunes Ivoiriens. Cherchez à comprendre c'est quoi exactement qui va changer. Aujourd'hui, nous avions un chantage contre Guillaume Soro. Sachant que Blé Goudé, leader de jeunes patriotes à la Cour pénale internationale de justice, le président Gbagbo, un grand leader à la Cour pénale internationale de justice, le seul gars qui peut rassembler une force autour de lui, c'est Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que le président Ouattara fait? Il fait un chantage contre Guillaume Soro. Voilà, coup d'État au Burkina Faso. On a écouté la voix de Guillaume Soro dans tous les médias, qu'il est en train de comploter avec un certain nombre de généraux. Mais vous croyez, peuple ivoirien, que Guillaume Soro va faire des choses seul? Je ne pense pas. Guillaume Soro ne peut pas faire des choses sans pourtant que son président, qui est Ouattara, soit informé. Donc, l'idée de changer la constitution consiste de pouvoir lâcher Guillaume Soro, de vendre Guillaume Soro, de détruire la réputation de Guillaume Soro. Et quand il aura fini de livrer Guillaume Soro à la Cour pénale internationale de justice et à détruire sa réputation, Guillaume Soro ne sera qu'un petit papier et Ouattara va donc aller changer sa constitution pour demeurer éternellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ça le plan, peuple ivoirien, qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis, je comprends que Guillaume Soro a fait des erreurs en créant une rébellion de récit du côté de Ouattara pour pouvoir amener Ouattara au pouvoir. Mais certainement dans leur entente, ils ont fait l'entente comme les Sassou Nguesso avaient fait avec les Yombi au Pango et les Pierronga au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire
après un certain nombre d'années, il doit quitter, c'est l'autre qui doit remplacer. C'est le même cas qui se répète en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, sachant que Ouattara avait ses 2 mandats, il va finir ses 2 mandats, et ça sera le tour de Guillaume Soro de prendre le leadership de la Côte d'Ivoire. Mais nous savons que Ouattara commence à détruire la réputation de Guillaume Soro, de détruire la réputation de Guillaume Soro. Afin, une fois qu'il aura écarté Guillaume Soro, il va s'autoproclamer, il va rester, demeurer au pouvoir pour une longue durée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, réveillez-vous. Guillaume Soro est en danger. Sauvez la vie de Guillaume Soro. C'est un jeune, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais il mérite de diriger la Côte d'Ivoire un jour. Il mérite d'aider et de sauver ses compatriotes un jour. Protégez la vie de Guillaume Soro. Soutenez Guillaume Soro. Moi, je comprends. Nous comprenons que Guillaume Soro certainement a fait des erreurs, mais il peut toutefois demander pardon et se réconcilier avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, la personne qui peut vous rassembler en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Nous venons de voir Ouattara aujourd'hui qui donne la citoyenneté à Blaise Compaoré. Mais nous connaissons tous Blaise Compaoré, il est poursuivi par la justice burkinabé. Alors, vous comprenez déjà la manigance qui se passe. Les Ivoiriens, réveillez-vous, ouvrez les yeux, regardez, écoutez, vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir. Sauvez la vie de Guillaume Soro. Je ne suis pas avocat de Guillaume Soro, mais je veux que vous puissiez sauver la vie de Guillaume Soro. Voilà. Je vais terminer avec le Congo-Brazzaville. On a vu ça sur les médias, hein, notamment sur France 24, je crois. Hein. S'alarmer sur les dictats des puissants. Voilà, les dictats m'imposent de laisser le pouvoir. Voilà, les dictats veulent imposer leur puissance pour pouvoir dominer sur le Congo. Et il veut parler que laisser le peuple s'exprimer. De quel peuple ça se parle-t-il? De quel peuple? Le peuple qui l'attend tué? Le peuple qui l'attend volé? Le peuple qui l'attend détruit? Le peuple congolais est un peuple qui n'a plus de force. Si vous laissez Sassou, il va continuer à brimer ce peuple. Il va continuer à demeurer président de ce pays jusqu'à vie. Et après, ça sera quoi? Ces enfants qui vont remplacer. C'est une monarchie que Sassou veut créer. Sassou a une mémoire courte? Non, mais c'est pas croyable. Tout le monde doit se le dire. Le même dictat des grandes puissances qui ont mené Sassou au pouvoir en 1997 par un coup d'état militaire. Nous savons tous le nombre de morts que Sassou a entraîné dans ce pays. Ces mêmes forces qui ont entraîné, qui ont mené Sassou au pouvoir, mais c'était le dictat des puissants. Sassou, tu ne vas pas reconnaître ça? Sassou Nguesso, tu ne vas pas reconnaître que tu es arrivé au pouvoir par le dictat des puissants? Mais aujourd'hui, ces mêmes puissants veulent te dire, Sassou, il faut quitter. Tu veux t'acclamer. Tu n'es pas un bon élève, tu es un méchant élève, tu es un mauvais élève, tu as détruit le Congo, tu as divisé les Congolais, tu as tout volé aux Congolais, tu as tout pillé. Alors, les Congolais pleurent. Donc, ne viens pas devant la télévision s'alarmer, parler de dictat de puissants. Aucun Congolais ne peut te croire. Même la communauté internationale ne peut pas te croire. Voilà, ça c'était le cas Sassou. Nous voulons parler de procureur de la République du Congo qui parle que le Congo est un état de droit. Ça, c'est M. Okongakana. Le Congo est un état de droit. Mais, M. Ngakana, vous nous parlez d'un état de droit si le Congo était un état de droit. Pourquoi déjà à la fin du mois de février, là, tous les fonctionnaires congolais se sont retrouvés avec moins de 2000 francs CFA dans leur salaire? Est-ce que vous avez expliqué aux fonctionnaires congolais d'où est parti les 2000 francs CFA que vous avez prélevés dans les salaires de tous les Congolais, de tous les fonctionnaires congolais? C'est du raquettage, on appelle ça. C'est le vol systématique. C'est la dictature. Vous prenez aux pauvres sans pourtant l'avertir. Vous n'expliquez pas pourquoi vous prenez cet argent. Vous le prenez pour financer la campagne de Sassou Nguesso. Alors, M. Ngakana, est-ce que vous ne voyez pas que le Congo n'est pas un état de droit par rapport à ça? Deuxième plan. M. Ondongo, on l'a retrouvé au Portugal avec 8 millions d'euros en espèces dans sa maison au Portugal. Le Congo est un état de droit. Pourquoi n'y a-t-il pas une plainte au niveau du Congo? Pourquoi M. Okongakana, le procureur de la République du Congo, ne porte pas plainte contre les informations qu'il a reçues? Là encore, c'est un problème. Le Congo n'est pas un état de droit. Le pillage systématique du pétrole du Congo par Kiki Sassou Nguesso. Là encore, Okongakana ne voit pas qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous voyons dans toutes les images partout comment les gens sont en train de dormir les nuits, de passer des nuits blanches, en train d'attendre le gaz, en train d'attendre le butane pour pouvoir essayer de préparer la nourriture. Des lignes et des lignes partout dans toute la ville.
À Dolisie, une bouteille de butane qui coûte maintenant 50 000 francs CFA. Mais soyons sérieux. Le Congo produit le pétrole, le Congo produit le gaz. Mais cet argent-là va où? Et Kiki Sassou Nguesso est dans beaucoup de sales coups de pétrole congolais. L'affaire avec FIA, il y a un problème. Sassou est en pleine campagne électorale. Donc, M. Ngakana, vous devez comprendre que le Congo n'est pas un état de droit. Sassou est en campagne. Sassou, déjà, nous savons, c'est un tricheur. Il est déjà en campagne, en avance plus que les autres. Sassou, on voit Sassou de gauche à droite, inaugurer des infrastructures, inaugurer des hôpitaux, des soi-disant hôpitaux. Mais nous savons tous que c'est une construction sur le sable. Pourquoi je le dis, construction sur le sable? Je vais vous démontrer. Toutes les constructions qui se font au Congo se font par une société brésilienne, au nom, je crois, de Asperba, un truc comme ça. Mais en fin de compte, le vrai propriétaire de cette compagnie, c'est Sassou Nguesso lui-même. On utilise des Brésiliens comme étant les leaders de cette compagnie, mais tout est financé par l'État congolais. Donc, ce qui va être donné aux Congolais sort dans la caisse des Congolais. Et cette construction se fait, il n'y a pas une équipe qui vérifie toutes ces constructions, c'est-à-dire du point de vue technique. Par exemple, nous prenons ici, nous savons tous que les hôpitaux, les aéroports, les radios, la télévision, tous ces bâtiments doivent être construits selon les normes d'ingénierie. C'est des infrastructures très sensibles. Dans ces pays-ci, quand ça se construit, on appelle ça en anglais post-disaster, c'est-à-dire ça doit être construit pour résister à des tremblements de terre très élevés. Mais au Congo, ce qui se passe, toutes les constructions se font au Congo, il n'y a pas une équipe technique qui vérifie la qualité du matériel. Le béton qu'on coule, c'est un béton qui doit d'abord passer par les laboratoires. On doit vérifier la résistance de matériaux sur ces bétons. On doit vérifier le stress. On doit vérifier la longévité de ce béton. Est-ce que ça se fait au Congo? Non. Le goudron, toutes les voies qu'on est en train de goudronner, notamment dans des pays industrialisés, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord prélever des échantillons. On prélève ce qu'on appelle les carottes. Les carottes veut dire quoi? Une mesure. On va prélever donc un échantillon de goudron. On va faire des analyses de stress. Demandez à ceux qui ont fait l'ingénierie de construction, ils vous diront ça. On analyse on détermine le cycle de vie de cette route ou le cycle de vie de ce bâtiment ou la résistance que le bâtiment peut résister. La grosseur des barres de fer qui doit être utilisée dans le béton. Tout ça, c'est des calculs d'ingénieurs. Il y a des gens qui doivent vérifier ça. Au Congo, le département qui devait vérifier, c'est le département de travaux civils, qui d'ailleurs qui n'existe quasiment pas, des gens qui ne sont mal formés. Dans des pays industrialisés, il y a des départements de travaux civils, mais il y a aussi des compagnies d'expertise qui travaillent ensemble pour vérifier toutes les étapes de la construction. Au Congo, ça ne se fait pas. Donc, nous avions vu le viaduc qu'il a construit, déjà des éboulements qui se font. Est-ce que les gens étudient la terre? On ne le fait pas au Congo. Alors, c'est ce qui me permet de dire que ça sont en train de construire sur du sable. Tout le bruit qu'il est en train de mener pour pouvoir essayer de vous attirer, pour dire, ben voilà, je suis en train de construire, on va construire. C'est des choses qu'on va construire, mais ça va s'écrouler en un petit temps. Peuple congolais, réveillez-vous. On n'est pas des bêtes. On a une matière grise, on réfléchit, on sait qu'est-ce que c'est le métier d'ingénierie. C'est notre métier à nous ici. C'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons ici. Nous savons ce qui se passe. Donc, qu'on ne vienne pas vous avec des mots pour vous dire, avec des images pour vous dire qu'ils sont en train de construire. C'est une construction sur le sable. Quand le vent va souffler, ça va s'écrouler. Un grand message pour nos frères, les sapeurs congolais à Paris. Ben, c'est très dommage, hein? On vous voit tous. Oui, on va aller faire la campagne de Sassou Nguesso. Nos frères, Larry, nos frères du pool, c'est eux, ils parlent en Larry, hein? Je suis pas tribal ici, hein, mais ils parlent en Larry. Ah voilà, nous on va aller soutenir la campagne de Sassou Nguesso. Si Pierre Ngolo nous appelle, on va aller soutenir. Mais vous avez oublié, frères du pool, que ce même Sassou a brisé vos peuples, ce même Sassou a brisé vos familles, vos parents au Congo-Brazzaville. Comment osez-vous venir devant les écrans de télévision dire que vous allez les soutenir Sassou? Sassou va vous donner quoi? Aujourd'hui, on va vous donner 2000 €. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vos parents sont souffrants là-bas au Congo. Sassou les a bombardés. Mais comment pouvez-vous oser trahir vos propres parents? Les frères du poule, réveillez-vous!
Le Congo est un bien commun. Ce n'est pas seulement une famille. Le 2000 euros, vous pouvez avoir ça plus quand Sassou va tomber. Parce que vous allez venir avec votre compétence, votre expertise au Congo-Brazzaville. Et en ce moment-là, vous démontrerez ce que vous savez. Même par la notion de la SAP, vous pouvez gagner votre vie au Congo-Brazzaville. Mais dans ce système, vous ne pouvez pas gagner. C'est quasiment impossible de gagner, d'amener votre art qui est la SAP, de pouvoir gagner votre vie avec ça au Congo. On vous utilise les politiciens congolais vous utilisent pour gagner, pour gagner quelque chose. Et c'est ce que ça souvient encore le faire. Toutefois qu'il y a des défilés, ils vous emmènent. Et vous partez avec des petites sommes d'argent. Vous êtes en train de vendre votre âme. Les fleurs du poule, on a besoin de vous pour sauver le Congo. Le Congo ne doit pas seulement appartenir à ce clan qui est en train de détruire notre pays. Mais réveillez-vous, les fleurs du pôle. Hein? Vous ne pouvez pas vous permettre de exhiber devant les écrans pour dire voilà le 8 mars, on se rend à Brazzaville pour aller faire la campagne de Sassou Nguesso. Mais vous avez oublié les souffrances de vos parents dans les poules. Vous avez oublié la souffrance de vos parents dans la Bwenza. Vous avez oublié la souffrance de vos parents dans le Koumou, dans le Nyari, dans le Kouilou. Même dans la cuvette. Ce n'est pas tous les Mossi qui bénéficient de Sassou Nguesso. Hein? C'est juste un petit clan. Nous demandons à ce que les prisonniers politiques soient libérés au Congo-Brazzaville. Et notamment, nous voyons ici le cas de Paulin Makaya. Qu'est-ce que Paulin Makaya a fait? Libérer Paulin Makaya. Pourquoi vous le retenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Sans jugement, vous n'avez aucune preuve contre lui. Démontrez au peuple, au monde entier que Paulin Makaya a fait quelque chose. Libérez Paulin Makaya. Pourquoi les politiciens congolais, même ceux de l'opposition, ne parlent pas de Paulin Makaya? C'est ça notre inquiétude. Libérons Paulin Makaya. Laissez Paulin Makaya dans sa liberté. Qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Il a fait quoi? Incapable déjà, Paulin Makaya, de rentrer à Madjingu contre les miliciens de Sassou lui ont empêché de rentrer dans son village natal Madjingu. Paulin Makaya va avoir le courage de détenir les armes. Mais celui qui a des armes au Congo, c'est Sassou. Laissez Paulin Makaya libre. D'ailleurs, nous avons une information à vous faire passer sur le train que vous avez vu avec des blindés, avec le logo de l'ONU qui partait de Brazzaville à Pointe-Noire. Mais nous avions des informations sur ça. Hein? Nos interlocuteurs au niveau des Nations Unies nous ont informés. Ils ont dit ceci, que le Congo-Brazzaville a commandé ses engins, a acheté des engins au travers d'une compagnie privée. Je dis bien, le Congo-Brazzaville a acheté ses engins au travers d'une compagnie privée. Et ils ont utilisé la mission des Nations Unies pour la reprise centrafricaine, que ces blindés vont être utilisés pour des contingents qui se trouvent en Centrafrique. Mais nous savons tous qu'il y a eu une élection présidentielle en Centrafrique et qu'il y a eu un gagnant aux élections présidentielles en Centrafrique. Nous savons tous que les contingents militaires congolais en Centrafrique ont été virés de la Centrafrique pour des motifs de violence et des accusations de viol. Et pourquoi ces contingents et ces matériels militaires arrivent à Brazzaville pendant la période électorale avec le logo de l'ONU? Peuple congolais, réveillez-vous. Ces engins-là ont été achetés et les Nations Unies nous ont dit, non, notre interlocuteur dans l'email, puisque je ne mens pas, j'ai des preuves pour prouver, j'ai une email. Il nous dit que la transaction qui s'est passée entre le Congo-Brazzaville et cette société privée, ça se fait sans le contrôle des Nations Unies. Donc, les Nations Unies ne sont pas au courant de cette transaction d'argent. Donc, les Nations Unies ne contrôlent pas ce contrat-là d'achat des matériels militaires. Donc, là encore, c'est une preuve qui démontre. Et là, nous sommes en train de suivre l'affaire. Nous sommes en train de pousser. Nous allons avoir des informations sur cette compagnie privée. On va chercher à appeler. Parce que là, on nous dit que les blindés sont au village, au camp militaire privé de Sassou Nguesso de Tchambicho. Il veut encore utiliser ces engins contre le peuple congolais, d'ailleurs, comme ce qu'il avait fait, en mettant le logo de l'UN. Et quand les populations vont sortir, il va se mettre à tirer sur les populations. Et encore un avertissement aux leaders d'opposition. Si vous voyez une voiture de l'UN vient venir, un blindé de l'UN va venir vous chercher, ne rentrez pas dans ce blindé parce que ce n'est pas l'UN. Sassou veut utiliser ça pour des fins électorales, pour pouvoir encore mater les populations. Donc, réveillons-nous, chers compatriotes, et puis nous allons voir comment notre pays va s'en sortir. Et nous demandons encore à tout le monde entier de continuer de se mobiliser afin de sauver le Congo. Merci. On vous reviendra dans les jours qui suivent avec plus d'informations. À plus tard. Au revoir.